Bonjour à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes en direct du plateau de Vianov pour cette troisième partie. Et oui, et le jeudi, la Green Team prend le pouvoir pour un monde plus bio. Oui. Ouais. Allez, aujourd'hui, on tente le régime végétarien. Est-ce la vraie fausse bonne idée pour notre santé et l'environnement? On verra également que le marché du bio peut rapporter gros. On en parle dans quelques instants. Et nous finirons par trier nos biodéchets en célébrant le compost. Tout cela en compagnie de Océane Couturier de l'association Marée Vive. Bonjour Océane. Bonjour. À vos côtés, la journaliste Audrey Chauvet. Bonjour Audrey. Et bien sûr Marie-Joie-Guillandine qui nous a rejoints. Audrey, on commence avec vous. Et pour faire suite au débat sur la cuisine étoilée, on peut peut-être s'attendre à un étoilé vegan dans le futur. Certainement. Pourquoi pas. En attendant, doit-on être forcément végétarien pour être écolo? Oui, on peut se poser la question parce qu'on entend très souvent dire que manger de la viande, c'est pas du tout écolo. Et pour cause, 18% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont liées à l'élevage d'animaux. Oui. 18%, c'est pas rien. Pour autant, c'est pas forcément une perspective réjouissante de devenir végétarien quand on aime la viande, la charcuterie, le poisson. Oui. Puis on peut s'inquiéter aussi pour les éleveurs qui en vivent. Alors du coup, est-ce qu'on peut manger de la viande sans nuire à la planète? De la bonne viande si on regarde... éco-responsable. Alors, déjà, on va regarder la viande de consommation courante. Basique, oui. Si on regarde les chiffres de l'ADEME, ça paraît difficile de manger de la viande sans nuire à la planète. En comparant des repas types, l'ADEME a calculé qu'un repas avec du bœuf émettait 10 fois plus de CO2 qu'un repas végétarien. On le voit là sur ce comparatif. Les chiffres, c'est les chiffres. Et oui. Alors, pourquoi un tel impact sur l'environnement? Il faut regarder ce que les vaches mangent. Quand on achète de la viande qui provient d'élevage industriel, les vaches, elles n'ont pas été broutées dans les prairies, les pauvres, elles ont mangé des céréales. Des céréales qui sont souvent importées de très loin. On sait qu'au Brésil, notamment, la forêt amazonienne a été largement déforestée pour laisser la place à des cultures de maïs, de soja, qui sont destinées à l'alimentation du bétail et qui sont d'autre part très gourmandes en eau, ce qui n'arrange rien. Donc la déforestation plus les engrais qui sont utilisés pour faire pousser les céréales, plus leur transformation, plus le transport de ces céréales, c'est déjà la moitié du bilan carbone de notre steak. On voit que l'Amérique du Sud contribue énormément aux émissions mondiales de l'élevage. Alors du coup, le problème vient plutôt du mode d'élevage, en fait, alors, plutôt que le produit. Déjà, je voudrais rendre justice aux vaches, parce que oui, parce qu'on les accuse souvent d'avoir des flatulences qui sont désastreuses pour le climat. Oui, les pauvres. Alors, c'est vrai que les vaches émettent du méthane, qui est un gaz à effet de serre qui a un pouvoir de réchauffement 25 se soulager fois. tranquille. Le méthane a un pouvoir de réchauffement 25 fois supérieur au CO2. Donc, effectivement, c'est énorme. Mais au final, c'est moins de la moitié du bilan carbone de la viande. Donc le problème, il vient plutôt de la manière dont on élève les animaux, parce que quand on est dans des élevages énormes, dans des fermes-usines hors sol, on est obligé de donner des céréales aux vaches, et d'autre part, on crée de la pollution locale bien souvent, parce qu'on a trop d'animaux sur un espace trop petit, donc on n'a pas assez de place pour épandre le lisier, donc on pollue les sols, les nappes phréatiques, les cours d'eau, et on se retrouve avec des catastrophes comme la prolifération des algues vertes en Bretagne, qui est lié aux élevages de cochons de la région. Et on se souvient de cette campagne de France Nature Environnement qui avait fait scandale pendant le Salon de l'Agriculture en 2011. Bonnes vacances. Alors du coup, un élevage moins intensif aurait moins d'impact sur l'environnement. Tout à fait. Un élevage avec moins de bêtes qui peuvent évoluer dans des espaces naturels a beaucoup moins d'impact sur l'environnement. Les prairies ont même un rôle de stockage de carbone. L'INRA a calculé qu'une prairie pouvait stocker 700 kg de carbone par hectare et par an, parce que comme tous les végétaux, l'herbe absorbe le carbone de l'atmosphère. Les éleveurs rappellent aussi régulièrement que les animaux contribuent à entretenir le paysage et à débroussailler les campagnes. Et on sait que dans les montagnes, en Corse, moins on a d'animaux, plus on a de maquis et plus on a des risques d'incendie pendant l'été. Alors du coup, manger moins de viande peut donc être une solution. J'essaie de vous suivre. Oui. Un cabinet spécialisé en agronomie avait calculé que si on voulait diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture en France, il faudrait manger 2 fois moins de viande et 3 fois moins de produits laitiers. Alors je vous rassure, c'est tout à fait faisable parce qu'aujourd'hui, on mange à peu près 3 fois plus de protéines animales que ce qui est recommandé par l'OMS. Donc il n'y aurait aucun problème pour notre santé à en manger moins. Ce serait même bénéfique parce qu'on sait que la viande rouge peut provoquer des maladies cardiovasculaires. Donc devenir végétarien, c'est pas la seule solution pour réduire son empreinte carbone. On peut manger moins de viande, mais de meilleure qualité et locale surtout. On peut privilégier les viandes qui sont moins émettrices de CO2 que le bœuf. Par exemple, 1 kg de poulet, ça émet 4 fois moins de CO2
qu'un kilo de bœuf, parce que le poulet mange moins, tout simplement. Oui. Et puis, il faut se souvenir aussi que les alternatives végétariennes, c'est pas toujours parfait. La mode du quinoa et de l'avocat, par exemple, ont poussé les producteurs d'Amérique du Sud à planter massivement, donc à déforester, à déstabiliser les écosystèmes locaux, les économies locales aussi. Voilà. Donc, manger moins de tout, c'est la meilleure solution. C'est ça, c'est le principe des flexitariens, je crois. Tout à fait. Ah ouais, non, je fais mes devoirs. Elle est étoilée aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui souvent d'ailleurs. Mais alors, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on peut manger encore un peu de viande. Et ça, c'est la bonne viande. Voilà, de la bonne viande locale et de temps en temps. Bon. Allez, manger mieux, c'est aussi à marcher. Marie-Jo, on voit ça avec vous. Est-ce que ça peut rapporter gros ? Et oui, ça peut rapporter gros. Et le magazine Challenge, celui de la semaine dernière, en avait fait un gros dossier qui s'appelait Bio, vegan, sans gluten, l'énorme business du manger sain. Alors évidemment, comme ça, on dirait que c'est très critique, mais finalement, il y avait des choses qui étaient plutôt bien. On se rend compte en tout cas que le bio, c'est plus du tout l'affaire de hippies et de bobos marginaux. 81% des Français consomment du bio. 80%, c'est quand même énorme. Hein. Ah oui. Pas que du bio, évidemment, mais achètent au moins des aliments bio. Je dis, s'il vous plaît. Merci. Bon, en fait, c'est vrai que les scandales alimentaires, notamment justement sur les nitrites, par exemple, les pesticides, la viande de cheval, la viande avariée récemment, ou alors aussi les conditions d'élevage des animaux et puis les conditions d'abattage, on a vu tout ça, ça rend les consommateurs un petit peu de plus en plus critiques et de plus en plus exigeants. Et du coup, il y a des startups qui innovent d'un côté et la grande distribution qui met, elle, la pression sur le bio. C'est plutôt pas mal. Alors, un sondage nous dit qu'effectivement, plus d'un quart des Français deviennent flexivores et diminuent effectivement la quantité de viande dans leur alimentation sans la supprimer. On n'est pas obligé de devenir végétarien, mais c'est quand même un mouvement assez général parce que 67% des Français qui ne sont pas forcément flexivores diminuent quand même la viande dans l'alimentation. C'est quand même assez important. Mais on s'est surtout rendu compte, si vous voulez, qu'en mangeant une viande de meilleure qualité, finalement, avec des animaux mieux élevés, des animaux fermiers et de meilleure qualité, du coup, on n'impacte pas tellement le budget puisqu'on limite la quantité. On a beaucoup trop mangé de viande. La France avait imposé quasiment de la viande aux 2 repas. On mangeait quand même de la viande absolument tous les jours de la semaine, 14 fois par jour. C'était quelque chose de complètement délirant. On s'aperçoit que ça n'est non seulement pas nécessaire, mais plutôt néfaste. Oui, c'est ça. 14 fois par jour. Par semaine. Non, ça fait beaucoup quand même. Par semaine. Je dis pas par mois. Non, donc... mais donc, 14 fois par semaine. Ça fait une viande par repas, quoi. Une viande par repas, oui, c'est ça. Bon, si en plus vous mangez du bacon au petit déjeuner, alors là, vous êtes, c'est pas possible. Mais donc finalement, quand vous supprimez une grande partie de la viande, vous remplacez aussi par des légumineuses qui apportent des protéines, et vous mettez de la viande de meilleure qualité, votre budget, il n'est pas impacté, puisque finalement, vous avez économisé sur cette viande de mauvaise qualité, de toute façon. Donc c'est plutôt bien. Pour les fruits et légumes, c'est un peu plus compliqué parce qu'on vous demande d'en manger plus et de manger du local et du bio. Ça, c'est plus cher. Forcément, vous augmentez les quantités, vous augmentez la qualité. Ça va être un petit peu plus cher. Donc là, on n'oublie pas qu'il faut toujours privilégier le local. Si en plus il est bio, c'est banco. Mais de toute façon, il vaut mieux manger une pomme d'agriculture raisonnée de votre voisin qu'une pomme bio, qui vient d'Argentine, par exemple. Les élèves, mangez pas les pionnes. Même si elles sont bio. Attention, on rigole. C'est trompé, Marie-Jo. Donc en fait, Challenge nous dit, et c'est plutôt juste, que manger bio, frais, sain, plus de végétal et prendre en compte le bien-être animal, la sauvegarde de l'environnement et la juste rémunération des agriculteurs, ce n'est plus une diète, c'est carrément un modèle de société. C'est plutôt juste, moi je trouve que c'est plutôt juste. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on est informé, quand on sait que votre petit jambon tout rose, là, il est bourré de nitrites, que le cochon, il a jamais marché, il était coincé dans une cage, il n'a pas de muscles, le jambon beurre, il passe plus, c'est évident qu'il passe plus. Donc finalement, tous ces bouleversements ont changé nos manières de faire. L'industrie agroalimentaire joue la transparence parce qu'en réalité, elle s'enrichit aussi à changer ses modèles. C'est-à-dire que les gros groupes, par exemple, j'en cite 3 puisqu'il faut, PepsiCo, Nestlé et Danone, ont préféré changer leurs aliments trop sucrés, trop salés, contre finalement maintenant des jus de fruits, des soupes, des fruits secs sans sel, par exemple, pour l'apéritif. Et les produits sont plus chers, meilleure qualité, bien achetés. Donc finalement, leur chiffre d'affaires est tout à fait bon. Et puis on parle enfin de juste vite fait de slow food, qui est un mouvement qui avait été créé en Italie en 1900, dans les années 80. Et qui est pour une alimentation bonne, propre et juste, et voilà, le slogan devient finalement maintenant un slogan que tout le monde peut reprendre à son compte. Super, merci. Voilà. Marie-Jo. Alors, Océane, une fois qu'on a cuisiné bio, que faisons-nous de nos biodéchets ? Alors, déjà, il faut... Voilà, les biodéchets, quand on entend biodéchets... Qu'est-ce que c'est que les biodéchets, d'ailleurs ? On entend les déchets... de jardin, les feuilles, les branchages et surtout, comme vous l'avez souligné, les déchets de cuisine, donc les épluchures, les restes, les sachets de thé, le marc de café, etc.
Donc, eh bien, il faut savoir qu'on peut valoriser ces biodéchets, notamment grâce à un composteur, duquel on va tirer un compost qui sera utilisé, par exemple, pour enrichir les sols, pour enrichir la terre. Un engrais naturel qui permettra surtout de laisser de côté eh bien tous ces engrais synthétiques que l'on peut utiliser. Donc, ces biodéchets, l'intérêt de les composter. Dans un premier temps, eh bien, le Civadec, il faut savoir qu'ils ont pour objectif d'ici 2020 de capter 80% de ces biodéchets, donc à peu près 24 000 tonnes par an, sachant qu'en 2017, on était à peu près à 1000 tonnes de captés. Et l'intérêt, eh bien, d'enlever ces biodéchets de nos poubelles, c'est qu'ils représentent 32% du poids d'une poubelle. C'est-à-dire sur une poubelle de 100 kg, 32 kg seront des biodéchets. En enlevant, eh bien, cette partie couplé bien sûr au tri du plastique, du verre, etc., eh bien, on va considérablement diminuer la taille d'une poubelle qui sera finalement emmenée au centre d'enfouissement. Donc on va ralentir le remplissage de ces sites qui sont surchargés aujourd'hui. Puis on allégera aussi le coût des déchets. Absolument, et le coût des déchets. Et il faut savoir notamment qu'en décharge, les biodéchets vont se dégrader très mal et vont être responsables eh bien, en se dégradant de l'émission de gaz à effet de serre, le fameux méthane dont Audrey vous parlait, puisque ces déchets vont se dégrader par la fermentation, c'est-à-dire une dégradation sans oxygène. Et c'est à cause de ça qu'il y a une mauvaise odeur autour des sites d'enfouissement. Absolument, oui. Autour des sites d'enfouissement et puis aussi en bas des résidences, les biodéchets sont responsables de ces nuisances olfactives que l'on peut ressentir et bien sûr elles vont attirer tous les nuisibles, les rats, etc. Alors, vous nous conseillez de garder ces biodéchets près de chez nous, c'est ça? Parce que bon, en maison, on peut les mettre dehors, je veux dire, mais en appartement. Sur la terrasse. Absolument. Oui, absolument, oui. En résidence, en maison, on peut tout à fait faire la demande auprès des communautés de communes qui mettent gratuitement à disposition ces composteurs. Il suffit simplement d'aller les chercher. Et lorsque vous habitez bien dans un appartement, vous pouvez vous entendre avec vos voisins pour aller justement voir les communautés de communes et demander l'installation de ces composteurs partagés, comme à l'image de ceux qui ont été installés, entre autres, au pied d'un immeuble à Sartène, où les habitants disposent de bioseaux dans lesquels ils vont verser leurs biodéchets. Et ils vont venir déverser ces biodéchets dans les composteurs. Le compost sera notamment réutilisé sur les espaces verts des immeubles ou donné aux habitants pour leurs plantes en pot. Océane, rapidement, le lombricompost. Le lombricompostage, eh bien, c'est la digestion de ces déchets par des lombrics. Vous pouvez le faire à la maison. Voilà, c'est vraiment réservé, entre autres à ceux qui ont un appartement et qui veulent faire un compost très efficace, très rapide, absolument aucune odeur, puisque ce n'est pas la dégradation par la fermentation, mais par la digestion, justement, par ces organismes. Aucun composteur ne dégage d'odeur. On peut aller à la pêche avec. Absolument, oui, si vous en avez en trop. Oui, et c'est très joli. En plus, on dirait un petit meuble un peu typé asiatique. Ça peut être sympa. Hein. C'est vrai. Sur un balcon ou en intérieur, pourquoi pas. Super, mais merci. on ne les voit pas, les verres. Hein. Merci. Océane, allez, nous les avions reçus il y a quelques semaines. Max et Gurvan participent au Raid solidaire 4L Trophy. Ils nous avaient promis une vidéo du départ de la course. Promesse tenue, on regarde. Ça y est, on est au village de départ à Biarritz. 4L checké, tout est bon. On a fait tout le nécessaire, on a donné le chèque à l'association Enfants du désert. On tient à remercier aussi les gens qui ont participé. 350 € récoltés pour aider à contribuer aux écoles. Ils étaient vachement... Voilà, on leur souhaite bonne route, en tout cas à Max et Gurvan. On les embrasse, merci beaucoup mesdames. On se retrouve demain sur Via Asté, même heure, même endroit. Via Nov, à demain. Bisous.